D'accord. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur l'équateur Penché. penché, donc de 30 degrés par rapport à notre équateur. Quand on prend cet équateur donc penché, il passe par donc le centre du monde, le nombril du monde, l'île de Pâques, le Pérou, où il passe notamment par la ville de Cusco, qui aussi Oui. se fait appeler comme le Dans nombril du l'ordre, l'île de Pâques, le le chandelier chandelier, de Paracas, ouais, qui est sur la et côte l'île de Nazca. pacifique. Ensuite, on pas. Il est un Alors, il y a peu, beaucoup plus de il est choses un en peu fait. décalé le chandelier de Nazca quand Voilà. même, hein. Il On est est dans une excentré. bande, c'est pas une Non, Ouais, ligne, ouais, c'est ouais, voilà. une une Non bande. mais bande, une bande, ouais. on Je passe, vais expliquer enfin, pourquoi brièvement. C'est que la Terre, elle se balance du fait du passage de la Lune, et cette bande, elle reproduit ce balancement pour qu'on soit sûr que c'est la même ligne dont on parle et que c'est pas dû au hasard. C'est pour ça que c'est fait comme ça. Mais on ne l'a pas expliqué parce que on s'enferme dans des trucs compliqués. Voilà. Donc, alors, je vais pas toutes les citer, toutes ces cités. Donc, ça passe par le Pérou, ça va par la suite au Mali, cette bande en question, ce fameux équateur de penché. Il passe par les Dogons du Mali, les Dogons du Mali qui eux aussi C'est une ont un... ethnie, les Dogons. C'est pas une ville Oui, oui, comme les Mureaux, par bien exemple. sûr, mais qui ont de par leur histoire aussi une conception bien spécifique de leur légende, de leur mythe fondateur. Oui, en fait, c'est assez complexe cette histoire parce que euh, j'ai eu le privilège, moi, de connaître les Français qui sont allés sur ces sites-là, et notamment Germaine Dieterlin, Marcel Griault, son compagnon de travail et de vie aussi, une partie, et Robert Temple, qui est la personne, c'est un Anglais, qui a fait connaître cela au monde entier, justement parce qu'il a parlé de ces bizarreries astronomiques dans la culture dogon. Voilà, très brièvement, les Dogons ont des costumes blancs qu'ils posent sur la tête et ils sautent dans leurs habitudes de danseurs pour signifier que c'est des blancs qui viennent du ciel parce que leur religion, entre guillemets, enfin moi j'appelle ça leur cosmogénèse, parle de dieux blancs venus du ciel et leur danse qu'on appelle le sigi, c'est un cycle qui est celui des compagnons invisibles de la fameuse étoile Sirius, la plus visible du ciel nocturne dans cette région-là. Il s'est posé le problème suivant, que comment on fait pour savoir que Sirius a des compagnons invisibles et qu'on en connaisse le cycle sans appareil pour les voir, puisque c'est dans les années 58-60 qu'on a pu vérifier cela optiquement. Donc en fait, le système du Sirius, c'est l'étoile Sirius, énorme étoile, c'est le Soleil, on dirait un petit poids à côté, et elle a deux compagnons obscurs qui perturbent sa gravitation d'une part, et d'autre part, l'un de ses compagnons, c'est une étoile hyper dense. Comment ont-ils fait pour savoir qu'un truc petit est plus lourd que le plus gros des trucs? Ça, c'est ce que j'ai découvert moi, et j'en ai parlé avec Robert Temple, il y a au mois de juin, là. Mais bon, lui, il a un peu déconnecté de tout ça. Il dit, ils en veulent pas, ben, ça retourne là où ça vient. Voilà. Personne ne fait d'efforts là-dessus. Et le problème, c'est que maintenant, on a des ethnologues de tous les pays qui vont les voir et qui questionnent n'importe qui, et ils s'étonnent d'avoir n'importe quelle réponse. Le problème qui s'est posé, et dont j'avais parlé avec Marcel Griault et Germaine Dieterlin, c'est que eux-mêmes ont mis 14 ans avant d'être acceptés par les savants de chez les Dogons qui leur ont dit par amitié, parce qu'ils ont toujours manifesté du respect. Maintenant, on arrive avec la télé, parlez devant le micro, s'il vous plaît, dites ce que vous avez à dire. La culture a disparu. C'est une civilisation en chute libre. Ils se sont acculturés en l'espace de 40 ans. Voilà. il y a Donc ce témoignage est non, il pourri. y a la même chose, il y a la même chose au Pérou. Maintenant, vous débarquez à Cusco, n'importe où, et puis pour 70 euros, vous avez une messe chamanique, une prise Ayahuasca. d'ayahuasca, une visite d'un temple. Enfin, voilà, c'est devenu un peu. Donc là, n'importe quel chaman raconte n'importe quelle histoire. Et voilà, il faut aller aux sources aussi, c'est pas évident. Sur l'île de Pâques, ça a été un commerce pendant un moment avec les touristes. Il y avait des gens qui venaient raconter ce que les touristes avaient envie d'entendre. Donc, s'ils avaient envie d'entendre une parenté avec des êtres qui venaient des étoiles, ils entendaient ça. S'ils avaient envie d'entendre autre chose, on leur donnait autre chose, quoi. Donc, tout ça, en fait, maintenant, c'est un peu trop tard pour étudier les Dogons parce qu'il y a des influences, il y a des choses qui viennent de l'extérieur. Mais au moment où ces gens-là l'ont découvert, on n'avait pas découvert, nous, la Le totalité système de de Sirius, Sirius. il n'existait pas dans la conscience des scientifiques et des astronomes. C'est ça le problème. Parce que la découverte s'est faite en 1934.
Il a fallu attendre 1968 pour avoir une vérification du fait que l'hyperdense était d'un poids supérieur, infiniment plus petite, mais beaucoup plus lourde que l'étoile Sirius, visible, elle. Donc le problème s'est posé, d'où viennent ces connaissances? On voit mal des anthropologues noter très sérieusement les éléments constitutifs de cette culture et tomber pile, comme aurait dit Jean Leclan, à chaque fois sur les caractéristiques de ce seul système de Sirius. Parce que des systèmes multiples, il y en a une quantité industrielle. Donc c'est ça le problème. Et le problème qu'on évoque avec Patrice, c'est que c'est pourquoi on est obligé simplement de faire confiance aux édifices, aux pierres, parce que le reste, le témoignage humain, il est vicié par des intérêts financiers, par des idéologues qui viennent repérer et ne prennent dans leur reportage que ce qu'ils veulent entendre ou faire connaître, et puis voilà. Donc nous, on s'est basé sur... Alors, on suit par la suite, après les Dogons qui se trouvent au Mali, on arrive en Égypte, et puisqu'on parle de Sirius pour les Dogons, Sirius qui se trouve juste à côté du baudrier d'Orion, et de constater aussi que les trois pyramides reproduiraient donc la ceinture du baudrier d'Orion. Voilà. Jacques, une petite question sur le caractère planétaire du savoir des anciens. Est-ce qu'on peut imaginer que le savoir qui a permis aux bâtisseurs des pyramides d'accomplir leur œuvre a la même source, par exemple, que le savoir qu'on retrouve chez des peuples comme les Dogons, qui, eux, n'ont pas construit d'édifices, qui n'ont pas laissé dans la pierre une trace de leur savoir, mais qui sont détenteurs de savoir, un peu comme les Égyptiens, qui ne seraient pas censés posséder? Non, c'est que les modalités de transmission et d'illustration sont différentes. Par le fait qu'en Égypte, les pyramides sont le point de repère pour la planète, on a droit à des édifices massifs, énormes, très raides, etc., qui portent des lois générales qui permettront, en les comprenant, déduire ce qu'il en est du reste des sites, notamment ceux qui sont sur l'équateur penché. Pour les Dogons, leur culture est une des modalités inverses de celle proposée dans les grandes pyramides. Ils dansent. Les Dogons, pour donner une idée de ce qu'ils savent, l'ont codé, ou avant eux, les bâtisseurs ont codé ce savoir dans leur danse. Le Sigi, c'est une danse dont ils remettent le Sigi en œuvre toutes les 51 années écoulées. Notez bien que le nombre 51, c'est un nombre premier, c'est le tiers de 153, qui est un nombre qu'on trouve couramment dans les évangiles, pour ceux qui connaissent, on ne sait jamais, et que 51, c'est le nombre qui correspond sur la table des éléments de Mendeleïev à l'antimoine. L'antimoine, c'est une chose qui est polarisée en soi-même, c'est moitié minéral, moitié métallique. Donc on voit déjà que se dessine. Ils ont un rite qui s'appelle le renard blanc. Je ne sais pas si ou le renard pâle, puisque la traduction plus correcte, c'est le renard pâle. Or, le renard, c'est roux, en Afrique aussi, et le blanc et le roux participent de l'expression la plus ancienne, puisque aussi bien à l'île de Pâques, en Inde, au Pakistan même encore de nouveau, jusqu'à récemment, en Égypte, il y avait 3 types d'écriture en couleur, le blanc, le noir, le rouge. C'est-à-dire que là-dedans aussi, les couleurs ont été codifiées, tout comme dans le jeu de tarot. Traditionnellement, par exemple, les couleurs exprimaient des choses dans des contextes particuliers. On a ça dans l'héraldique. Vous avez un écu, les couleurs sont significatives. Eh bien, par exemple, lorsqu'on va arriver en Égypte avec ce groupe, je vais leur expliquer immédiatement ce que vous voyez est entièrement faux. De la même manière que quand on va étudier une cathédrale, je leur dis ce que vous voyez, c'est totalement faux. Les cathédrales, comme tous les édifices d'Égypte, étaient peints et de couleurs flamboyantes, étonnantes de vivacité, etc. Ça coûtait une fortune, mais ça occupait le peuple de manière noble. Et ces couleurs étant codifiées, elles explicitaient le détail des propos en relief. Ou en creux d'ailleurs. On verra qu'il y a cette polarité, on a des écritures en creux et d'autres en relief. On a des zones qui sont dépourvues de couleurs et d'autres qui sont avec les couleurs, parce que tout cela, c'est l'écriture de la nature elle-même, qui a été reprise et codifiée de sorte qu'on aille plus vite et plus rapidement donc, et précisément dans les domaines dont on a besoin. Je rappelle que ces gens-là possèdent leur culture, et qu'ils ont mis au point une modalité pour nous la transmettre à travers le temps et l'espace. J'ai dit tout à l'heure, la langue parlée,
c'est le réservoir de leur savoir si on sait la lire. Maintenant, on a besoin de savoir lire ce qu'est une danse. La danse du Sigi, elle codifie tout le savoir astronomique des Dogons, de la même manière que la course des planètes est donnée dans une autre formation ésotérique, mais dansée, celle comment dire, des soufis. Vous savez, là, ces braves gens qui se tournent. En Égypte, il y a encore cette tradition, puisque dans les bateaux, pour les croisières, il y a des jeunes gens qui viennent et qui tournent pendant un quart d'heure sur leurs doigts de pied. Vous essayez, parce qu'ils font venir des touristes pour bien rire, disant « venez, tournez, voilà ». Ils les font tourner 30 secondes. Les touristes sortent, mais complètement à la masse, alors qu'eux ont tourné à toute vitesse pendant un quart d'heure sans varier. Ils restent debout impeccables. Quand ils arrêtent, ils nous parlent normalement. Il y a quelque chose qui se produit dans leur conscience, dans leur corps, que nous, touristes ou individus lambda, ne sommes pas capables de comprendre et d'imiter. Mais eux, c'est leur discipline à eux. Rester conscients pleinement, totalement dans leur être présent, alors qu'ils viennent de... C'est l'entraînement. Écoute bien, écoute bien, ça vaut la peine. Si on mettait un point entre les yeux de ces danseurs-là, le point parcourt 7 à 8 km durant la danse. Seulement par la tête qui tourne à tout. Tu verrais, tu n'arrives même pas à compter la vitesse des tours, tellement c'est rapide. Et pendant ce temps-là, ils font des figures géométriques dans l'espace, la durée, tout ça, c'est remarquable. Eh bien, c'est la même chose. La danse des planètes est proposée par les soufis. Ils tournent et il y a plusieurs danseurs et tu verras que si tu analysais en filmant par le haut les soufis, chose qui m'a été interdite plusieurs fois, tu verrais qu'ils se déplacent selon des courbes qui reproduisent la forme des ovales des révolutions planétaires. Ainsi, tu repères Vénus parce que la révolution est quasi circulaire. C'est pourquoi on l'appelle dans l'astrologie une planète d'eau. C'est pas parce que c'est de l'eau, le liquide, mais c'est aussi parce que ça décrit cette figure-là, qui est la totalité, la complétude, et c'est pourquoi elle est appelée petite bénéfique, etc. Il y a des quantités de trucs quand on nous refuse, à nous, chercheurs indépendants, je ne suis pas un chercheur, moi je ne suis même pas un trouveur, j'ai trouvé des bricoles par rapport à ce que j'ai reçu, et eh bien, quand on ne veut pas, par exemple, considérer l'astrologie autrement qu'une source culturelle lambda, on oublie de se dire que ces gens-là pensaient grâce à cela et s'exprimaient grâce à cela. J'ai montré que la Grande Pyramide, c'est un zodiaque discret. Dès qu'on voit des orientations quelque part, on est obligé de penser comme les anciens. Je montrerai dans ce film à venir qu'un trait, pour eux, ça n'est pas une ligne seulement, c'est aussi un diamètre. Ça engendre son complément. Et la relation entre un diamètre et un cercle, ça engendre une constante universelle d'espèces mathématiques, et c'est là que la première chose à voir se propose. Question suivante. Pour finir la question que je t'ai posée tout à l'heure, Jacques, sur la source, tu confirmes bien qu'il y a une source commune entre le savoir de ces bâtisseurs en Égypte et le savoir des Dogons? Non, il n'y a pas une source commune. La connaissance est toujours la même, puisque la seule connaissance à laquelle on puisse atteindre, c'est la nature. Et la nature, c'est le truchement entre la connaissance du réel et la connaissance transcendante du vrai. Et cette connaissance transcendante, elle a été avilie par les époques, par les langues. C'est la théologie dans le sens profond du terme. C'est-à-dire, pour les anciens, il y a la science du créateur, la loi de création, la science du maintien, c'est notre science, et la science de la transformation qu'ils ont appelée magie, et qui nous appartient à chacun de mettre en œuvre. La vraie magie pour les anciens, c'est la capacité que tu as toi-même de te modifier pour te rendre conforme à la nature. Si tu n'es pas là-dedans, tu auras, comment dire, à revenir sans cesse. Mais ça, on rentre dans un autre domaine. Voilà. Pour eux, il y a le divin, c'est la création elle-même, dont on ne sait rien. On ne peut l'appréhender que par l'amour, c'est le christianisme, ou l'intuition, qui est l'autre forme de l'amour. Léonard de Vinci, il dit « Tu ne saurais comprendre ce que tu n'aimes pas ». La chose est entendue. Saint-Augustin, il dit « Tu ne peux comprendre que parce que… » La traduction que je fais est plus littérale que la traduction ordinaire. Il dit « Si tu comprenais, ça ne serait pas la vérité. » Voilà. Ça ne peut pas se comprendre par la tête seule. Il faut comprendre par l'émerveillement que suscite la nature. Quelqu'un qui n'a plus cet émerveillement, d'ailleurs Albert Einstein s'est servi de cette idée, si tu n'as pas le goût de la chose miraculeuse, incroyable, tout ça, tu ne peux pas être un vrai scientifique. Il faut être
attirés sans cesse par le merveilleux de la vie elle-même, des sentiments. On ne sait rien des sentiments. Tout le genre humain a travaillé sur ce qu'est l'amour, mais il n'en sait absolument rien. Et pourtant, le mot le dit, âme et our, la lumière de l'âme. Pop, ça y est, vous avez la direction qui convient. Quand on parle de... Oui. Est-ce que cette lumière et cette observation de la nature et des principes qui la dirigent a permis, par exemple, aux Dogon, j'insiste dessus parce que pour moi, c'est un exemple à l'opposé des bâtisseurs où on a du concret, de la pierre. Est-ce que cette observation de la nature leur a permis des connaissances en astronomie qui dépassent tout ce qui se devrait connaître en fonction des outils qui sont les siens? C'est un héritage. Tout comme moi. On n'a plus accès à une source directe. Nous n'avons de source que les dépôts, c'est-à-dire les édifices les plus bizarres du monde, les plus innommables, et la culture traditionnelle, c'est-à-dire à travers la langue, à travers les rites, dont les danses, dont les costumes, les couleurs, les formes, etc. Tiens, on va prendre un exemple délirant. Nous avons chez les Hébreux, à l'époque où cette population est active, ils portent des couvertures avec des codes qui définissent leur famille, leur lieu, leur niveau social, etc. Eh bien, on retrouve ça en Écosse dans le tartan. Et on trouve un instrument qui était la cornemuse, qui était joué à Jérusalem tout au début de notre ère, qui est joué en Auvergne et en Écosse. Curieusement, ces trois situations décrivent des gens radins. Comment ça se fait? C'est à la fois une boutade et une chose vraie à observer. Toutes les petites choses qui nous paraissent sans intérêt sont pourtant très importantes. Et c'est pourquoi il est important de savoir qu'il y a environ 20 000 livres de la culture hermétique qui dorment dans nos bibliothèques, que personne ne lit jamais, qu'on n'a pas l'autorisation d'aller sortir parce qu'ils sont en termes uniques. Mais si on ne fait pas ce travail, tôt ou tard, on va le prendre sur la figure sévère. Si ça a été écrit, dans les conditions dans lesquelles ça a été écrit, parce que c'est très cher de faire un livre à ces époques-là, eh bien, on perd un héritage extraordinairement puissant. Je vais donner un exemple bête. Il y a des produits naturels qui existent parfaits, c'est-à-dire que l'organisme humain peut assimiler sans effets secondaires, sans modification du métabolisme, etc., etc. Mais on va choisir de faire ça en laboratoire pour le faire payer. C'est une hérésie. Si socialement on veut bien se mettre d'accord sur cette idée et non pas sur le vote de Emmanuel Macron, machin Hollande, mais voter pour des idées, là on risque d'avancer. Et auquel cas on met les techniciens capables de mettre cette idée en œuvre dans leur domaine et on les contrôle et tout va beaucoup mieux d'un seul coup. On n'est pas des gens à se faire la guerre sociale pour dire non, c'est le machin qui doit passer ces trucs, c'est pas un parti. Le parti qui doit fonctionner, c'est le parti de l'intelligence, de la sauvegarde des intérêts de l'humanité totale. Tant qu'on raisonnera en termes de « je suis de droite, je suis de gauche », non, tu es un crétin qui n'a rien compris à la chose. Ce qu'il faut rechercher, puisque la vérité n'est ni de droite ni de gauche, c'est où elle est vraiment. Elle ne peut pas être dans le socialisme, elle ne peut pas être dans l'extrême droite ni quoi que ce soit, qui sont des idéologies. L'idéologie, la vraie, c'est celle que décrit Platon. Observons la nature et à travers elle son créateur. Je rappelle qu'une des phrases assez étonnantes qu'on trouve en Égypte encore de nos jours, ça s'appelle anaglyphe. Seul Champollion parle de cette modalité. Et cette phrase, elle est très simple, on dirait une équation. Elle dit le beau, c'est le sourire de la divinité créatrice à travers la matière. Je ne vois pas comment on peut modifier, ajouter, changer quoi que ce soit à cela, parce que c'est profondément vrai. Et ils disent également que le visage de la santé, c'est la beauté. Là aussi, on est obligé de concevoir que... Mais ils disent très longtemps avant Rabelais qu'il y a deux choses qui nous font marcher vers le Créateur, c'est la connaissance et l'amour. Mais ils disent, amour sans connaissance n'est rien. Et on peut en enchaîner connaissance sans amour est dangereux. On peut en enchaîner d'autres comme ça. J'aurais une question Il y en a des quantités industrielles. Tous les textes qui pourraient être décryptés en Égypte du point de vue anaglyphique, ce sont des leçons de vie morale et sociale extrêmement pointues, sur lesquelles il n'y a même pas à discuter tellement c'est clair.